Hey! Ah, ça fait bizarre de se retrouver devant la caméra après un mois de galère technique. Alors oui, ça fait un mois que je suis censée vous publier cette vidéo, mais j'ai eu de graves problèmes techniques, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à exporter cette vidéo sur mon ordinateur, ce qui fait que j'ai monté en gros pour rien la précédente vidéo que je vous ai faite. Et pendant un mois, je n'ai pas réussi très clairement à régler ce problème, donc là je retourne cette vidéo et j'espère que j'en aurai plus. Donc cette vidéo existe dans le but de vous faire une chronique sur la duologie de Gwendoline Clark intitulée D'encre, de verre et d'acier, actuellement publiée chez Lumen. Et il me tarde vraiment de vous parler de cette saga parce que c'est vraiment une saga qui aura marqué ma vie littéraire, je pense, et qui a vraiment été pour moi une révélation. Je suis désolée pour la luminosité parce qu'évidemment quand je suis en cours il fait beau, mais quand je suis à la maison il pleut. Désolant. Enfin bref, donc c'est pour moi un challenge, n'empêche, de vous présenter cette duologie parce que très clairement c'est une duologie très complexe à présenter, il y a énormément d'éléments dedans, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous la présenter et pourquoi pas vous donner envie de la lire. Donc dans cette saga, nous allons suivre une jeune adolescente qui a entre 16 et 17 ans. Son âge n'est pas clairement dit, mais on se doute qu'elle a cette tranche d'âge là, qui se prénomme Elsa et c'est une jeune Veldanienne. Alors si Veldana ne vous dit rien, c'est normal puisqu'il s'agit d'un monde qui a été scripté, donc c'est-à-dire que son monde est dans un livre-monde. En effet, un livre-monde est un livre qui a été scripté par un scriptologue à l'aide d'un matériel bien spécifique, c'est-à-dire un encre et un livre scriptologique. Et pourquoi je vous parle des scriptologues? Parce que Gwendoline Clark nous emmène dans une société du 19e siècle où on a des scientifiques qui s'appellent des aliénés. Un aliéné, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un scientifique qui est spécialisé dans 3 disciplines, soit la scriptologie, soit la mécanique, soit l'alchimie. Mais parmi ces aliénés, nous pouvons aussi retrouver ce qu'on appelle des polymathes, c'est-à-dire un aliéné, mais qui au lieu d'une seule discipline, développe un intérêt pour 2 disciplines, voire les 3 disciplines. Et comment vous dire qu'ils sont complètement rares et que les gouvernements trouveraient un bon intérêt de les avoir dans leur poche. Et je vais pas vous le cacher, notre chère petite Elsa est une polymathe. Et si cela ne suffisait pas, elle est même présentée comme la dernière des polymathes. Donc comment vous dire que son petit destin là ne veut pas être très tranquillou. Mais bon, ça ce n'est qu'une partie du roman évidemment parce qu'il ne constitue pas l'intrigue, puisque l'intrigue commence quand la mère d'Elsa, Jumi, a été enlevée à Veldana et l'intérêt d'Elsa ça va être de retrouver sa mère principalement dans ce livre. Je ne vous dis pas tout puisque le but aussi ce n'est pas de vous spoiler. Mais pourquoi on enlève Jumi? Bah comment vous dire que si elle a mis au monde une polymathe, Jumi est quand même une scriptologue très importante. Donc là il y a un petit intérêt politique que je vous laisse découvrir. Donc les aventures d'Elsa vont commencer sur Terre puisqu'elle quitte son livre-monde pour se livrer à une aventure en Europe. Donc son voyage commence à Paris puis à Amsterdam. À Amsterdam, elle retrouve un ami de la famille qui va la mettre en sécurité dans une casa della Pazzia. Donc autrement dit une maison de la folie parce que oui, les aliénés s'intéressent à leur discipline jusqu'à en devenir complètement dingue. On parle de folie quand même dans le livre, hein. Faut bien le préciser. Et vu que les polymathes sont quand même très recherchés, le seul but de Alex de Vries est quand même de mettre en sécurité Elsa. Il demande même à la jeune fille d'oublier son objectif de sauver sa mère, de rester tranquillement dans la casa della Pazzia qui se trouve actuellement à Pise. Mais vous devez bien vous en douter que la jeune fille ne va pas s'arrêter là. Donc elle va quand même continuer l'enquête de son côté et si va-t-elle y arriver ou non, ça je vous laisse le découvrir. Alors je ne vais pas vous le cacher, j'ai vraiment adoré ce bouquin. C'est-à-dire qu'on a énormément de genres littéraires mélangés. On a de l'historique, on a du fantastique, on a de la fantasy. Parce que pour moi, la fantasy passe par les livres-mondes. C'est-à-dire que quand même, l'auteur écrit un roman qui se passe au 19e siècle en Italie, mais on a aussi tout plein de monde scripté à côté. Donc pour moi, la fantasy rentre quand même dans ce livre. Mais on a aussi beaucoup d'humour et vraiment les personnages m'ont fait extrêmement marrer. Et on retrouve un peu de romance aussi, même si ce n'est pas le sujet principal de cette histoire. Dans ce roman-là, on le trouve dans quelques chapitres seulement. Et honnêtement, je vous parlais de fantasy avec les livres-mondes, et quand même je me dois vraiment de saluer l'imagination de Gwendoline Clark parce que je sais pas où est-ce qu'elle a été nous chercher tout ça. Cette idée de confondre les mondes, de confondre la politique avec du fantastique, waouh, ça m'a vraiment estomaqué. Et aussi ce que je trouve vraiment appréciable, puisque pour une fois on met en lumière dans la jeunesse l'Italie, c'est pas un pays qu'on va retrouver très souvent, mais aussi un Italie du 19e, c'est-à-dire que pour une fois on met aussi l'aspect historique en avant dans un roman pour la jeunesse. Autrement dit là une saga jeunesse, mais bon vous avez compris le délire. Et en plus c'est une Italie du 19e certes, mais c'est aussi à l'époque où les provinces italiennes ont essayé de chercher à s'unifier. Et quand je vous parlais de politique tout à l'heure, bah, tout l'intérêt va être là, c'est-à-dire qu'on a aussi un objet qui va être très important dans ce roman, qui est lié à Elsa et à Jumi, et qui là pourrait grosso modo changer la donne pour la politique italienne et qui pourrait changer le monde. Quelle est cette importance de cet objet? Qu'est-ce que c'est? Ça bien sûr je vous laisse le découvrir. Alors je dois vous avouer que l'entrée en la matière de ce roman n'est quand même pas très simple parce que on rentre directement dans l'action,
avec Elsa, on est à Veldana, on sait pas ce qui se passe. Quel est ce roman en fait? On comprend pas vraiment le sens de ce roman, mais en fait l'auteur nous l'explique au fur et à mesure, donc c'est ça que l'entrée en matière peut être un peu compliqué. Mais une fois qu'on est dedans, ça c'est très bien, c'est très fluide, et je dois même avouer que même la fin je m'y attendais pas. Voilà, c'est très fluide et je trouve que vraiment on ne pas forcément, comment dire, la fin de l'histoire. Et ça aussi c'est un point qui est vraiment à retenir, qui est un peu moins visible dans le deuxième tome dont je vais commencer à vous parler là dans un instant. Mais pour ce premier tome, franchement si vous trouvez la fin, c'est que vous êtes quand même exceptionnel. Passons au tome 2 donc. Donc le tome 2 c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié aussi, mais qui malheureusement au début m'a laissé un peu perplexe. Parce que même si j'ai trouvé ça bien qu'on suive un peu plus indépendant Elsa ou alors ses amis qu'elle rencontre à Pisa quoi, donc à la Casa d'Apastia, je trouve qu'on trouvait beaucoup moins l'univers de ce qu'on appelle les Pasaliones. Alors j'ai pas l'accent italien donc sorry, mais gros les aliénés. Je trouvais qu'on trouvait beaucoup moins cet univers féerique, un peu, je dirais pas magique, vous voyez, vraiment fantastique, qui moi m'avait beaucoup plu dans ce tome 1. Après je sais pas si c'est le fait que j'avais lu ce roman de manière décousue parce que j'avais fait une grande pause dedans à cause de mes études, mais je trouve qu'il manquait un petit quelque chose, mais heureusement bientôt le roman a repris cet univers et je me suis beaucoup mise dedans. Et vraiment cette saga, même si je m'attendais quand même que la quête d'Elsa soit finie quand même à la fin de ce tome 2, je m'attendais vraiment pas, mais alors vraiment pas, à tous les rebondissements qu'on pouvait trouver à l'intérieur de ce roman. Mais alors vraiment pas. Évidemment le roman ne s'arrête pas là, évidemment il traite aussi de beaucoup de questions historiques, notamment politiques, c'est-à-dire que qui voulait réellement une république en Italie et à quelle fin. Ça ce sont vraiment des questions qui sont posées et qui peuvent s'appliquer aussi à d'autres pays. Il y a énormément de choses qui sont posées et on rend compte aussi de l'idiotie que certains pouvaient avoir au niveau de la politique historique, mais aussi cette question elle est beaucoup relevée aussi par la naïveté d'Elsa, puisque comme elle a pas grandi en Europe mais dans son livre monde de Veldana, évidemment elle se pose des questions que les gens ne se posaient pas et elle trouvait ça aussi débile que entre guillemets un homme de la haute société, qui est-ce, ça je vous laisse aussi le découvrir, mais qui méprise tout le monde, voulait une république. Donc la question qui est posée c'est qui voulait réellement en fait une république et surtout à quelle fin, et là on se rend compte que c'est surtout pour servir des intérêts qu'on voulait révolutionner le monde. On peut même aussi évoquer que la politique européenne était une mascarade et parfois on peut se dire que oui c'en était une quand on commence à s'intéresser à l'histoire européenne en général, mais ça c'est un autre débat. Mais on a aussi une question qui est liée au progrès technologique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de propositions qui sont faites, notamment avec l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on peut réellement la contrôler? Un bon exemple est donné avec Casa, mais ça j'ai pas envie de vous spoiler donc je vous en dirai pas plus, mais il y a une interprétation qui est donnée et je trouvais ça intéressant de aller dans le passé en y mettant de la technologie et de se dire bah tiens avec telle ou telle conséquence, est-ce que c'est une bonne chose ou non. De fil en aiguille j'ai beaucoup été surprise par la fin. Comme je vous le disais tout à l'heure, je m'attendais beaucoup à la fin dans le sens où j'attendais que la quête soit terminée, ça l'est. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une réussite? Ça je vous laisse le découvrir, mais par contre je m'attendais pas à tous les rebondissements qui se sont passés autour de cette fin. Et là je me suis dit ah ouais quand même waouh, l'imagination reste là, donc là j'ai beaucoup aimé retrouver cet univers. Moi par contre ce qui m'a posé énormément de problèmes, mais énormément de problèmes, c'est qu'il reste beaucoup, mais énormément de questions à la fin. Et moi une question que je me suis posée c'est est-ce que c'est vraiment une duologie ou une trilogie? Parce que je connaissais cette saga pour une duologie et quand j'ai refermé ce livre, écoutez je me suis dit mais c'est une trilogie ou pas? Et ce qui fait que quand j'ai terminé ce roman, cette saga, j'étais vraiment mais vraiment stone, c'est à dire que pendant une heure je pouvais penser à rien d'autre. J'ai même repensé à ça toute la soirée jusqu'à ce que j'aille me coucher quoi, grosso modo. J'en ai même parlé avec des potes qui n'avaient pas forcément lu ce roman mais à qui j'avais d'en parler en disant mais c'est pas possible de faire une fin comme ça, comment on peut laisser autant de questions ouvertes? Et ça c'est un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que ça reste beaucoup trop ouvert. C'est à dire qu'on peut laisser des questions en suspens, mais il y a quand même des personnages en devenir, on se demande ce qu'ils vont devenir et on aimerait bien avoir des réponses à ces questions. L'auteur, enfin l'autrice rajoute d'autres questions politiques derrière, notamment est-ce qu'on peut vraiment tout acheter par la négociation, ou alors une autre question qui est est-ce qu'on peut avoir de la reconnaissance dans nos actes? Comment te dire que non stop, c'est la fin de la saga, tu poses pas autant de choses, ou alors tu rajoutes un tout petit peu plus de chapitres pour expliquer ta pensée quoi. Tu peux pas non plus pondre des questions comme ça à la fin sans vraiment non plus apporter assez d'éléments pour que ton lecteur fasse ses propres idées. Non c'est pas possible. Donc du coup j'étais quand même assez frustrée de pas avoir la réponse à mes questions et mais ça reste quand même une saga que j'ai beaucoup adorée pour tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'elle nous fait aussi réfléchir, il y a un univers qui est très riche et c'est surtout des personnages attachants, même
si malgré leur âge, j'ai regardé quelques critiques qui ont été faites par d'autres lecteurs qui disaient que les personnages pouvaient paraître gamins et qui sont non représentatifs de leur époque. Je suis d'accord avec eux dans une certaine mesure, mais en même temps s'ils n'étaient pas comme ça, on n'aurait pas eu autant d'humour, je dirais. On n'aurait pas eu autant d'humour, et ça je pense que c'est quand même un bon choix de la part de l'autrice de mettre des personnages un peu, je dirais pas naïfs, mais dans le sens que s'ils réfléchissaient trop en adulte, disons que ça aurait pas apporté le même charme. Et ça pour le coup je trouve c'est quand même un point fort. Après je tiens quand même à préciser que même dans les notes de l'auteur, l'autrice le précise elle-même, c'est que ça reste un roman de fiction, c'est-à-dire que certes on parle de l'historique, mais ça s'est pas passé comme ça. On est bien d'accord qu'il n'y avait pas de génie en mécanique au point de fabriquer des robots au 19e siècle. On est d'accord, il n'y avait pas d'intelligence artificielle non plus. Donc tout ça, c'est un univers dont elle s'est inspirée, et même s'il y a des personnages qui ont vraiment existé, leur histoire n'est pas écrite, n'est pas vraie comme Gwendoline Clark like. Elle s'est inspirée de beaucoup de faits, il y a quelques faits qui sont vrais et à ce moment-là dans les notes de l'auteur elle précise lesquels, mais voilà, ça reste quand même globalement de la fiction. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette saga. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai pas d'autres problèmes techniques vraiment pour pouvoir monter et mettre en ligne cette vidéo, nous sommes d'accord. Je vous retrouverai très vite pour une prochaine vidéo. Je vais arrêter de faire des promesses de genre vous avez telle vidéo la semaine prochaine parce qu'il y a toujours un élément pour faire que ça se réalise pas. Mais je vais essayer de vous dire quand même à la semaine prochaine. Et d'ici là, faites de bonnes lectures, passez de bonnes journées, essayez de profiter un peu de rayons de soleil quand vous en avez. Parce qu'en ce moment il y a beaucoup de pluie quand même. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!